c'est pas j'ai pas fait de dépression, c'est vraiment un burn-out, c'est plus un burn-out. Burn-out avec vraiment souci de mon frère, donc c'est pas une dépression parce que j'en ai déjà fait des dépressions et là je savais en connaissance des dépressions que j'avais pas franchi la limite. Oui, pour moi, burn-out, dépression, je mettrais ça dans le même sac. Même si je pense que le burn-out est un stade plus poussé que la dépression. Voilà. Après, dans le fait qu'on l'avait tous remarqué, qu'il allait pas bien, bon, c'est vrai que j'ai dit tous, mais en vrai, non, c'est pas tout le monde. C'est plus moi que les autres. Les Trois Verts, le podcast. Je suis quelqu'un de sérieux qui s'implique énormément dans une entreprise. Et quand je suis dans une entreprise, je vis, je meurs pour la boîte pour laquelle je travaille. Mon métier me passionne. C'est une belle et grande question intéressante. Oui, je suis curieux et intéressé par ce travail-là parce que je travaille en étroite collaboration avec des commerciaux, avec un responsable qualité. Je travaille avec les téléconseillers. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec plein de pôles, on va dire, et on est vraiment un carrefour dans mon poste où on doit collaborer avec beaucoup de membres. Donc, je trouve ça très intéressant. J'ai déjà fait un burn-out. C'était effectivement un burn-out de 2 mois parce que c'était tout simplement donc suite au décès de mon petit frère. Donc qui était décédé donc c'était en janvier 2021 et donc j'ai fait un burn-out vers mai, juin, même juillet à peu près, enfin plus fin mai, juin, juillet. C'était la raison principale de mon burn-out, mais il y avait aussi beaucoup de problématiques, le trajet parce que j'habite assez loin, donc j'ai 1 heure et demie de trajet. Il y avait aussi des changements dans l'équipe, une responsable qui est partie avant qu'on ait un nouveau responsable, donc c'est vrai qu'on était un petit peu débordé, sous l'eau, et en plus on devait monter en performance, donc c'était assez speed et lourd à gérer, et en plus moi je suis une personne qui veut bien faire les choses, donc je me mettais la barre au max et en fait j'avais l'impression de pas l'atteindre. Mais ça c'est plein de petits éléments qui gravitaient autour du vrai problème qui était celui du décès de mon frère. C'était en fait l'un des processus du deuil et en fin de compte je m'étais abstenu de peut-être pas pleurer mais de prendre énormément sur moi pour rassurer mes parents, pour les calmer et éviter de montrer mes émotions devant mon père ou devant ma mère. Et, euh, et donc, effectivement, j'étais comme un yo-yo, quoi. Ça monte, ça descend, et à un moment ça va, à un moment ça va pas. Tu essaies de comprendre ce qui se passe. Et puis, en fin de compte, je me suis juste repris en pleine figure vraiment l'absence et le décès de mon frère. Moi, de base, je suis issu d'une formation artistique et beaux-arts, donc j'ai pas du tout fait d'études dans des écoles de commerce, marketing, communication, business, tout ce qu'il faut. Et voilà, tous ces aspects business, moi je les ai pas, donc la gestion, travailler même sur les fichiers Excel, regarder, analyser des graphiques, tout le côté data, enfin c'est plein de nouvelles choses que j'ai appris, on va dire au fur et à mesure de mon poste. Et donc j'étais en pleine montée de compétences aussi, et effectivement pile avec ce décès de mon frère et le deuil et le burn-out, c'est pas facile de mêler les deux, quoi. En fin de compte, oui, j'étais un peu perdu, on va dire. En 2019, j'ai eu mon diplôme des Beaux-Arts, un master. J'ai cherché à travailler dans des galeries, dans des centres d'art, mais il y a eu le Covid. Et honnêtement, enfin, en 2020, donc ça a complètement perturbé mes recherches. Et donc l'idée, pour rester sans rien, j'ai effectivement fait des petits jobs à gauche et à droite et en même temps, fait un peu de peinture. Mais il y a toujours une partie de moi qui comment dire, j'avais besoin, enfin j'ai toujours les pieds sur terre et je savais très bien que vivre vraiment de mon art, de la peinture, j'allais mettre longtemps et moi ça m'intéressait pas. J'ai besoin d'avoir un cadre de vie, un style de vie aussi, donc il faut travailler. Et donc j'ai appris
avec ce métier de me dire, bah, OK, en fait, la peinture, c'est plutôt, ça peut être un hobby, je peux le mettre de côté. Ça n'empêche pas que peut-être un jour je vais tout plaquer et me concentrer, dedans à 100. Mais pour l'instant, j'ai accepté que je mettais de côté et de base, faire de la peinture ou l'art, c'est de la thérapie pour moi. Donc j'ai même pas l'idée de faire, bah, d'en vivre ou faire la vente d'un business aussi là-dessus. Pour l'instant, c'est vraiment, thérapeutique, quoi. C'est un travail, c'est quelque chose qui me fascine artistiquement parce qu'on peut s'exprimer, parce que moi, je fais de la peinture abstraite. Et quand je parle de thérapeutique pour la peinture, c'est pas au moment du deuil, c'est que ça a toujours été, depuis longtemps, même avant, pendant que mon frère même il était malade, où je m'exprimais, j'évacuais tout simplement. Donc je peux peindre, je peux jeter la peinture, je peux violenter une peinture, je peux, prendre une toile, au lieu de la accrocher contre un mur avec un beau châssis, je peux la mettre par terre et m'exprimer. Donc c'est cette idée-là, quoi. C'est vraiment l'expression. Pendant la période de burn-out, j'ai pas forcément fait de peinture. Il faut savoir aussi que j'ai un local, j'ai un atelier où je peux peindre, mais il y a beaucoup d'objets de peinture, de choses que je stocke. Et pour un peintre, c'est super important d'avoir, de se sentir bien dans son espace. Et moi, je sais que je me sens un peu frustré. J'ai de la chance d'avoir un atelier vraiment à côté de chez moi, mais voilà, il est pas non plus au top pour peindre. Et pour le burn-out, au contraire, premier mois, j'étais plutôt pas bien. J'avais besoin de sortir, de me balader, de souffler, prendre l'air, aller en forêt. En fait, je sortais énormément. J'avais besoin d'être seul. Et c'est ce que je faisais. Et le deuxième mois, je voyais tout simplement, les personnes autour de moi qui, avec le travail, qui avaient une vie active. Alors mon burn-out a été perçu au travail, c'était perçu, avec de la compassion, en fait, tout simplement. J'ai bien été encadré, bien entouré. Quand j'ai eu ce burn-out, ils m'ont, tout le monde a compris. Tout le monde savait, que c'était lié, que c'était logique que ça soit lié à mon frère. Et donc, j'ai même reçu une carte, des collègues qui me souhaitaient un bon rétablissement. Donc, je me disais, j'ai quand même de la chance d'avoir une boîte où, voilà, on s'intéressait à moi, on s'inquiétait pour moi. Et, quand je suis revenu, tout le monde m'a, plus ou moins accueilli aussi, enfin, comment dire? Tout le monde m'a bien accueilli, tout le monde s'est inquiété, tout le monde me disait: «Reprends doucement, calmement», et en fait, j'ai compris que j'avais une boîte vraiment top. Tout le monde était compréhensif, il y avait pas de problème, pas de points négatifs, de mauvais regards ou quoi que ce soit. Enfin, tout le monde compatissait. Donc au contraire, ça m'a aidé et rassuré de me dire: waouh, j'ai de la chance d'être dans une bonne et belle boîte, quoi. Le burn-out, il est arrivé vraiment de plein, en fait, il est pas de plein fouet, il est arrivé petit à petit. D'abord, il était, manifesté par les petits éléments du travail, donc qui me gonflaient, le les mails, les points, les comptes rendus, hem, et puis le transport. Et aussi, en fait, j'étais parti, faire un week-end de 4 jours, 5 jours dans les Pyrénées avec, un couple d'amis. Et ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'étais, voilà, en montagne, déconnecté. Et quand je suis revenu donc, des Pyrénées, j'étais au travail. Je sentais que tout passait, vite autour de moi. Je ne comprenais plus ce que je faisais. Pourtant, j'étais à mon poste, à mon bureau, mais je n'arrivais pas à travailler. Tout allait super vite. Il y a même un collègue qui m'avait dit: «Waouh, Alex, tu parti, en vacances, mais là, on a l'impression, enfin, t'as vraiment une tête de fatigué». Et là, j'ai compris que, ouais, quelque chose n'allait vraiment plus là, ça n'allait plus. Et c'était un mercredi, je crois, j'étais revenu. Et donc, jeudi, vendredi, j'ai expliqué que j'étais pas bien. Je crois que je sais plus si j'ai posé un CP ou un RTT, je sais plus, mais en tout cas, j'ai expliqué que je pouvais pas venir. Et petit à petit, je suis descendu un petit peu, c'est pas en dépression, mais enfin, je suis descendu, négativement, on va dire. C'est pas une dé J'ai pas fait de dépression, c'est vraiment un burn-out, c'est plus un burn-out. Burn-out,
avec vraiment le souci de mon frère. Donc c'est pas une dépression parce que j'en ai déjà fait des dépressions et là je savais en connaissance des dépressions que j'avais pas franchi la limite. La limite d'une dépression pour moi, c'est que ça peut aller loin. C'était vraiment m'enfermer, de plus parler à personne, de me sentir nul, de vouloir prendre la voiture, foncer contre un arbre. Enfin, il y avait vraiment des choses bien négatives, sombres et de mort autour. Donc et c'est bizarre, mais enfin, il y a une sensation, on ressent quelque chose. Et je savais quand j'étais en dépression que c'était sale, c'était noir, c'était vraiment dégoûtant comme sensation. Et là, je l'avais pas. C'était vraiment, en fait, pendant les mois où j'étais en burn-out, que j'avais compris que c'était un burn-out dû principalement à mon frère. Et donc, ça m'a permis aussi de comprendre, de mieux d'accepter la situation, d'analyser en fin de compte. Et de comment aussi prendre le contrôle aussi de mon travail, de mon poste, de ma vie à Paris. Parce que le problème du burn-out, c'était donc lié à mon frère, mais euh, comme voilà, j'habite à Fontainebleau, il y a du trajet à faire pour Paris, les métros, les horaires, le travail, la charge de travail que je mettais parce que je voulais toujours répondre à un besoin, satisfaire et que ça soit bien fait parce que je voulais que ça soit bien, d'être dans la qualité. En fait, compte, je me laissais manger totalement par Paris et par la vie, tout simplement sur Paris. Et donc là, les 2 mois du burn-out, ça m'a appris à dire, bah ok, non, j'y vais tranquille, c'est bon, pas de pression, je quitte le boulot, ok, peinard. D'apprendre que oh bah ok, dans la semaine je vais sortir, je vais voir un tel, je vais faire un cinéma, je vais boire un verre, alors que avant mon burn-out j'étais vraiment on va dire protecteur sur vraiment le temps que j'avais, c'est-à-dire le week-end, je voulais même plus sortir parce que je me disais non, faut vraiment que je me repose, tellement que je me faisais bouffer entre guillemets par mon rythme. Et donc ces 2 mois-là, ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul. C'est bête, mais en fait, le temps, l'analyse, ça aide à prendre conscience des choses. Avant, quand je prenais le train, dès que le train il arrivait à Paris-Gare de Lyon, dès que ça s'ouvrait les portes, bam, je sortais, je faisais la queue comme tout le monde, je descendais les escaliers, je prenais mon métro. Là, mon train il arrive à 8h55 à Gare de Lyon, j'attends tranquillement, je laisse les gens, la vague des gens de passer. Il est 9h, je commence à me lever, à descendre du train et je prends mon temps. Donc j'ai réussi donc pareil dans mon rythme de vie d'apprendre à aller cool. Pourquoi aussi? Parce que je sais qu'au travail, normalement, je commence à 9h30. Si j'arrive un peu après, 5 minutes après ou 10 minutes après, il y a personne qui va me tomber dessus réellement. Il n'y a pas de système de badge ou quoi que ce soit. Après, moi, je suis quelqu'un qui respecte toujours et qui fait toujours attention pour être à l'heure. Mais si une ou deux fois, enfin, ça déborde, voilà, il y a pas de problème, quoi. On sait être sérieux et professionnel. Donc ça, déjà, ça m'a aidé. Et pendant mon burn-out, ouais, je pensais complètement quitter aussi mon travail parce que j'étais en remise de questions totale, de me dire, moi j'en ai marre, le point de vue business, j'en ai marre, cette idée de boîte où il y a responsable, on a tous des noms, genre community manager, enfin avec des noms de postes à la rallonge. Et, et pour moi, je pensais faire quelque chose de plus simple. Je sais pas, travailler comme serveur, être plus dans le social, ou j'avais même cherché un travail pour être, je crois, pion entre guillemets dans un collège pas très loin de Fontainebleau. Je voulais quelque chose de simple, avoir une situation, comment dire, stable financièrement, donc trouver un petit job et peut-être me remettre vraiment à la peinture. Mais en même temps, je me disais, mais j'ai une boîte intéressante. On est dans l'univers du digital, du numérique, il y a du business. On a des avantages, les primes, les séminaires. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, c'est top. Le niveau ambiance, l'équipe, les responsables que j'ai la chance pour une vraie première boîte d'avoir des gens aussi cool. Donc ça aussi, ça m'a titillé dans la tête. Et en plus de ça, je me suis dit, c'est une boîte où aussi je peux évoluer si j'ai envie de projet, acheter une maison, continuer à garder un cadre de vie que je veux avoir. C'est un bon endroit, un bel endroit.
j'en ai jamais fait. Et j'ai même jamais été, on va dire, au début ou à n'importe quel stade, en fait, du burn-out, ni de la dépression. Pour moi, burn-out et dépression, je mets ça dans le même sac. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais je suis pas non plus expert en la matière, donc voilà, pour moi, burn-out, dépression, je mettrais ça pareil. Mais par contre, moi, donc d'un point de vue personnel, je l'ai pas été, j'ai pas été en dépression. Mais par contre, je connais quelqu'un qui en a fait un, qui a fait un burn-out. Donc c'est un collègue avec qui je travaille. D'ailleurs, collègue qui est devenu un pote, hein, avec le temps. Et lui, il en a fait un. Donc c'était au début un peu bizarre de découvrir en fait ce qu'était un burn-out, parce que lui-même déjà, il savait pas ce que c'était. Il était juste pas bien dans sa peau. Mais de là dire qu'on est en dépression, c'est un gros mot, je trouve. Parce que la dépression, ça touche non seulement le moral, la psychologie, le côté, le psychique aussi, mais surtout l'entourage. Amis, famille, voilà, l'entourage, quoi. Donc avant de dire qu'il était en burn-out, il a dû faire face lui-même de son côté, hein, d'un point de vue personnel avec sa famille, etc. Il a dû l'assumer et après le dire au grand jour. Et donc moi, quand j'entends ça le lendemain matin, il y a plusieurs choses qui se passent. Et premier réflexe, c'est je l'appelle. Sur son numéro privé, et je lui demande comment ça va. Évidemment, c'est une question rhétorique, puisque quand on apprend que quelqu'un est en dépression, on sait que ça va pas. Mais bon, voilà, c'est les premières questions, hein, on fait de façon entonnoir, on demande comment ça va, même si on sait que ça va pas. Et, euh, et il me dit ça va pas, le moral il est au plus bas, il sait pas quoi faire d'un point de vue pro et perso. Donc en fait, c'est une énorme remise en question, personnelle et professionnelle. Donc, suite à ça, deuxième réflexe, c'est je lui dis, bah écoute, tu sais quoi, prends le temps qu'il te faut. Alors évidemment, je ne suis pas son manager, hein. Parfois, ce discours-là peut penser que j'étais manager, mais pas du tout. J'étais juste un collègue ou un pote. Donc je lui dis, prends le temps qu'il faut. Moi, de mon côté, au travail, je vais trouver une nouvelle organisation. Pourquoi je parle d'organisation? Parce qu'en fait, c'est un collègue avec lequel on est tous les deux au même poste. On a le même intitulé, on fait la même chose en fait. Dans mon service, on est deux, lui et moi. Donc c'est pour ça que je parle d'organisation, je lui dis écoute, t'occupe pas de ce qui se passe ici maintenant, j'en fais mon affaire avec les responsables, les managers et les autres collègues. On va trouver des nouvelles façons de procéder, des nouvelles façons de travailler, donc en fait on va établir des nouveaux processus. Exemple, un projet qui est censé durer 5 jours ouvrés, de lundi à vendredi, finalement va durer 7 à 10 jours. Logique, vu que je suis tout seul. Donc c'est pour ça que je disais que le burn-out, ça touche la personne qui est concernée par ça, mais surtout l'entourage. Là, moi, en l'occurrence, ça me touchait moi d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que donc on devient finalement amis avec ses collègues, puisque c'est des gens qu'on voit plus que sa propre famille. On passe 7, 8 heures ensemble tous les jours, et parfois même le week-end. Le burn-out, pour moi, c'est un tunnel. C'est-à-dire on est dans un tunnel, on sait qu'on est dans un tunnel, les gens savent qu'on est dans un tunnel, on sait qu'il y a une sortie, on sait pas où, on sait pas comment non plus la trouver. Donc on est dans un tunnel, quoi. Voilà, on est dans un trou noir. On essaie de respirer, mais en même temps on n'arrive pas trop. On essaie de trouver des secours, mais en même temps on sait pas trop comment faire. Et les aléas qu'il rencontre sont les mêmes que ceux que je rencontre moi, à la virgule près, hein, c'est la même chose. Donc forcément quand on déjeune, en plus on déjeunait souvent que tous les deux ensemble, en plus on s'entend plutôt bien dans la vie perso. Donc forcément il me faisait part de tout ça, il me disait putain j'en ai un peu marre là de tous ces allers-retours, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a trop de retournements de situation. Un jour, on va dire ça, l'autre jour, on va dire ci. J'en peux plus. Et lui, il faut savoir que c'est une personne qui, dans la vie perso, est très, comment dire, très ordonnée. Voilà, ça veut dire pour faire simple, hein, en gros, pour donner une image, son bureau de travail, c'est exactement les photos qu'on voit sur Internet quand on tape Best Office. Voilà. L'ordinateur un peu ouvert, le carnet ouvert, le bloc-notes ouvert avec le stylo au milieu, l'agenda, la trousse. Il a une trousse en cuir, déjà. Qui a une trousse en cuir?
il a besoin d'ordre, il a besoin d'être guidé en fait. Voilà. Il a besoin d'être guidé parce que s'il n'a pas de guide, s'il n'a pas un fil rouge, un fil conducteur plutôt, il est perdu. Voilà. Donc, si ça avait été un community manager, en gros, il aurait une ligne éditoriale juste parfaite. Il sait très bien qu'est-ce qu'il va poster vendredi prochain à 3h. Enfin, 15h plutôt. Parce qu'à 3h du mat, je pense pas que... Ouais, 15h. Donc non, j'avais pas... Je m'étais pas dit que c'était un burn-out, en fait. Je m'étais pas dit que c'était une dépression parce que, comme je le disais plus tôt, le mot dépression, pour moi, c'était un gros mot, en fait. Et arrivé à cette conclusion-là, ça me paraissait trop... J'avais l'impression de sauter des étapes. Alors oui, évidemment, il y avait des choses avec lesquelles on n'était pas d'accord. Mais de là à dire burn-out, ça me paraissait trop gros. Après, en parlant avec lui tous les jours, il me racontait que même dans sa vie perso, il y avait il y avait des choses qui n'allaient pas. Voilà, des choses qui n'allaient pas. Donc forcément, on aura beau dire ce qu'on veut, la vie perso euh, fait de l'ombre à la vie pro, et la vie pro fait de l'ombre à la vie perso. Ça, c'est normal, c'est sûr et certain. Et surtout dans le cadre de notre travail à nous. On est dans une entreprise, enfin, on travaille dans une entreprise où on est, on fait partie tous de la même génération. Donc, on s'entend hyper bien. Donc, on peut très vite dévier, sans pour autant manquer de respect, hein, mais on peut très vite dévier sur le plan amical, en fait. On est en open space. Donc, forcément, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a senti qu'il y avait un changement, en fait. Il y avait il était plus le même. On avait tous conscience, évidemment, hein, qu'il a souffert pendant ces 3 mois-là. Mais son retour au bureau, finalement, l'a plus fait du bien qu'autre chose. Après, moi, j'étais pas là tous les jours hein, pendant ces 3 mois-là. J'avais des nouvelles une fois toutes les 2, 3 semaines. Parce que pareil, dans ces périodes-là, on sait pas trop est-ce qu'il faut l'envoyer des messages tous les jours. Parce qu'il faut pas oublier que même si moi, je suis quand même son pote, avant d'être son pote, je suis son collègue. Donc quand je lui parle, il y a forcément une ombre de travail quelque part. Puisque c'est là où on s'est rencontrés, c'est au travail. Donc on est liés par ça en fait. Donc forcément, quand je lui envoie un message, salut, ça va, bah, lui va peut-être se penser, il va peut-être se dire, est-ce qu'il me demande si je vais bien parce qu'il faut que je revienne vite? Est-ce qu'il me demande si je vais bien pour savoir est-ce que dans ce cas-là on va me licencier pour x y raison? Voilà, donc c'est ça aussi moi qui finalement me mettait un petit peu sur une position un peu délicate. Donc c'est pour ça que je voulais pas trop prendre des nouvelles. Mais en même temps, si je prenais pas de nouvelles, est-ce que lui va se dire ça y est, ils m'ont remplacé? Donc voilà, c'est un peu compliqué de notre côté, enfin de mon côté, de jongler avec ça. Mais en tout cas, à son retour, on a tous vu qu'il y avait un changement. Donc, il est plus le même. La dépression, pour moi, c'est un peu compliqué à définir parce que on va dire que je sais pas vraiment ce que c'est, sachant que je suis pas passé par là. Mais en même temps, j'ai une idée de ce que c'est. Donc, pour moi, quand je dis burn-out, dépression, j'associe les deux, en fait, en même temps. Parce que burn-out, si vraiment on prend terre à terre, ça veut dire brûler. Burn, brûler en anglais. Donc, c'est pour ça, pour moi, burn-out, c'est un mot qui est vraiment très vulgaire. Euh, Et le mot dépression, pareil, quand quelqu'un est en dépression, c'est jamais positif. C'est pas possible. Donc c'est pour ça, pour moi, j'associe ces deux-là en même temps. Mais en même temps, entre guillemets, je suis plus à l'aise avec le terme dépression que burn-out. Pour cette raison-là, parce que burn-out, on parle de brûlure, quoi. Et pour moi, c'est vraiment un gros mot. Donc, oui, pour moi, burn-out, dépression, je mettrais ça dans le même sac. Même si je pense que le burn-out est un stade plus poussé que la dépression. Voilà. Après, dans le fait qu'on l'avait tous remarqué, qu'il allait pas bien. Bon, c'est vrai que j'ai dit tous, mais en vrai, non, c'est pas tout le monde. C'est plus moi que les autres. C'est vrai que de lui-même, assumer qu'on est en dépression, c'est pas forcément simple. Mais lui, il a ce côté-là où il assume. C'est pour ça que quand je disais qu'en fait, c'est un mec qui est carré, c'est qu'il a un petit côté, enfin, un petit côté, non, mais il a un gros côté, hein, il assume. Là, je suis en dépression, je le dis. Je suis pas bien, je suis en pleine crise, je me sens pas bien psychiquement, psychologiquement, physiquement, enfin, en tout, vraiment en tout, il sentait pas bien. Donc c'est là, je me suis dit, ok, mec, t'es en dépression. C'est bon, c'est acté. Et au-delà, en plus de notre discours, hein, c'est le médecin même. Je sais plus s'il est parti voir un médecin du travail ou un psychologue. Je suis pas allé jusque-là.
Mais en tout cas, il m'a dit, son médecin, il l'a mis en arrêt maladie pour dépression. Donc c'est pour ça que dans mon langage quotidien, j'ai acté le mot dépression, et je me suis dit, ok mec, c'est pas grave, t'es en dépression, c'est comme ça, c'est la vie. Ça t'est pas tombé dessus du jour au lendemain, c'était vraiment, ça s'est fait en fait petit à petit. Moi, j'étais le premier en fait à être au courant parce que comme on travaille ensemble, et en plus, parfois à la pause déj, quand on déjeunait que tous les deux, on se confie des petites choses un peu en off, donc je comprenais beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que les autres collègues pour eux, c'est vraiment tombé du jour au lendemain. La période qu'il a eue, qui était difficile dans sa vie perso, a un petit peu déclenché son mal-être au travail. Exemple, euh, le drame qui lui est arrivé dans sa vie personnelle est resté dans son crâne en fait. Il n'a pas réussi à faire un deuil, on va appeler ça un deuil, voilà. Il a pas réussi à passer le cap. Donc forcément, tous les jours au travail, ça restait en lui, c'était frais dans son crâne, c'était frais. Et en plus au travail, ça n'allait pas non plus des masses, on va pas se mentir, c'est comme ça. Donc forcément, tout ça mis bout à bout, au bout d'un moment, bon voilà, ça donne ça, ça pète. Lui, comme il est issu d'un parcours où il est très sensible, il a une sensibilité en fait qui est beaucoup plus développée que moi. Donc de ce fait, forcément, il va prendre. Alors je dis pas qu'il est susceptible ou qu'il prend tout à cœur. Je dis juste que dans la manière de gérer les choses, il va s'y impliquer émotionnellement. Il va oublier que c'est le cadre du travail. En fait, dans sa tête, lui, après je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que moi personnellement je le vois, c'est que lui, quand on va lui confier un projet, ok, il va l'accepter très bien. En plus, il est très pro, donc ça c'est, je remets en aucun cas son professionnalisme. Mais si j'ai un truc à pointer du doigt, je dirais que c'est plus les émotions et les sentiments qu'il met dans ce projet. À la différence de moi, c'est peut-être ça en fait qui va expliquer le fait que je n'ai pas fait de dépression alors que lui en a fait une. Moi, quand on va me confier une tâche, évidemment, je vais la prendre au sérieux et que je vais y mettre tout mon professionnalisme, bien sûr. Mais contrairement à lui, c'est pas mon entreprise, c'est pas mon argent. J'ai beaucoup trop de souplesse sur les choses. Je vais accepter les erreurs, je vais accepter là où c'est pas clair, bah c'est comme ça. Oui, je pense que d'un côté, plus tu dis ce que tu penses, mieux c'est. Je pense que ça c'est vrai. Après, moi, c'est différent parce que j'ai toujours été habitué à gérer En fait, j'ai toujours aimé gérer les choses. Avoir la main, j'ai toujours aimé dominer, en gros. Et je peux pas me dire, d'un point de vue personnel, c'est vraiment que la fierté, l'ego, l'estime de soi, y a rien d'autre. C'est vraiment ça, je peux pas me dire, je gère pas ça. C'est pas, le fait, même moi, de le dire, la phrase, ça me semble, c'est amer à dire, le goût est amer. Et le fait d'extérioriser, c'est bien. Mais dire que je ne gère pas les choses, ça me semble trop. Je suis pas à l'aise avec cette phrase. Donc je préfère. C'est pour ça qu'en fait je garde pour moi et j'en parle pas à tout le monde. J'ai pas envie de montrer à tout le monde que je ne gère pas. Je sais que là, je suis un peu en panique. J'ai raté un wagon. J'ai loupé quelque chose. Donc il faut que je me rattrape. Mais voilà, il faut que je me rattrape. Faut pas que les gens, donc collègues ou responsables, me disent quoi faire. Je sais que là j'ai raté ça. Je sais que je suis conscient de tout ça. Je vais tout gérer. Alors, évidemment, si tout le monde est dans la boucle, le problème va être géré allez, on va dire une journée, une demi-journée. Donc, si moi je veux tout gérer, ça va prendre peut-être 2 jours, 3 jours. Dans tous les cas, ça va être géré. Dans tous les cas, je le sais, je me connais, je sais. Donc, c'est pour ça que j'aime pas extérioriser, j'aime pas dire que je ne gère pas. Je me suis dit, c'est triste. Et puis, comme je savais pas non plus trop quoi dire, comment le dire, j'étais euh, j'avais plus de peine, en fait. C'est de la peine, voilà, que j'avais. Lui, typiquement, c'est quelqu'un qui se mettait une pression, mais je dirais pas inutile, parce que ça serait trop jugé, et je suis pas là non plus pour juger comme ça. J'avais une autre oppression, c'était de gérer maintenant le temps. Et ça, c'est pas facile. Gérer le temps, c'est pas facile. Mais en aucun cas, je l'en ai voulu. Et puis là, moi, je me suis dit, dans tous les cas, ça peut être pas une opportunité, mais une manière, en fait, différente
j'ai envie de dire d'exister, mais c'est pas vraiment le terme, mais c'est une manière différente de s'imposer, voilà. Une manière différente de s'imposer, c'est ça. Avant, comme on était nombreux, donc il y avait moi, lui, mon responsable, etc., on était beaucoup plus souple. Forcément, quand je me retrouve seul, euh, je suis beaucoup moins souple. C'est-à-dire que j'envoie un mail pour dire, voilà, écoutez, maintenant, à ce poste-là, je me retrouve seul. Ça veut dire que maintenant, ça va se passer comme ça. Est-ce qu'on allait avoir de ces nouvelles demain? On ne savait pas. Ça a duré 2 mois et demi, je crois, 3 mois. Mais à chaque semaine, en fait, on se demandait est-ce qu'il allait revenir, etc. Moi, personnellement, j'ai envoyé le mail à toute la boîte. J'ai expliqué que là, je suis tout seul. Ça va se passer comme ça. C'est moi qui dicte un petit peu, entre guillemets, les règles. Donc, avec accord de tous les managers. Donc, moi, de mon côté, je me suis jamais posé la question est-ce qu'il allait être remplacé ou pas. Par contre, je pense que mes managers, oui. Ce qui est normal pour un responsable. Hein. Aujourd'hui, on est potes, toujours. Euh, euh, et forcément, moi, je dis, de toute façon, avec le temps. En fait, moi, je dis toujours, c'est le temps qui arrange les choses. En tout. Et d'autant plus dans son cas à lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le temps, on a appris à vivre avec ce qui lui est arrivé, dans sa vie privée et pro. Et aujourd'hui, enfin, moi, quand je vois vraiment un mec détente, quoi. Parfois, il a ses petits travers, c'est vrai. Il a ce côté où il se touche le front, il baisse la tête, il sait plus trop où donner la tête. Mais ça se voit, il se ressaisit tout de suite. Il reprend vite les choses en main et quand il voit qu'il peut pas gérer, il délègue. C'est très compliqué parce qu'à partir du moment où on met un nom sur quelque chose, on commence à l'observer. Et tant qu'on met pas de nom sur la chose, ben on l'observe pas. J'ai en tête une enquête assez récente qui a été menée auprès des pompiers de Paris pour savoir comment est-ce que et une même enquête d'ailleurs très similaire menée auprès de médecins urgentistes. Et cette enquête visait à montrer comment est-ce que des professions extrêmement exposées au stress au travail, à la suractivité, à éventuellement un manque de reconnaissance, parce qu'il faut savoir que les pompiers qui viennent secourir les gens sont parfois eux-mêmes mal accueillis par les gens qui sont censés venir secourir. Donc c'est des situations particulièrement stressantes et avec une suractivité très très importante. Et on pourrait penser qu'ils sont les premiers clients pour le stress au travail, voire pour le burn-out. Or, ils en ont une relative protection. Je dis bien relative. Je suis pas en train de minimiser, au contraire, mais ils semblent être plus armés que certaines autres professions au stress au travail. Donc, il y a une enquête qui a essayé d'expliquer pourquoi. Et donc cette enquête, une enquête qui a mobilisé des ressources anthropologiques et qui a montré que il y a en matière de stress au travail, il y avait des éléments extrêmement déterminants comme la socialisation, comme la ritualisation, comme le rire, comme tout un tas de choses comme ça qui sont très sérieux et qui permettent de se prémunir d'un certain nombre de risques psychosociaux. On a déterminé qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient déterminants et que ces éléments puisaient notamment dans les ressources du groupe et qu'il était absolument important d'appartenir au groupe et de donner du sens à son travail. Donc là, on en revient au sens au travail. Donner du sens à son travail, c'est-à-dire lui donner une signification et lui donner une direction était déterminant. Parce que on pouvait, à ce moment-là, se dire, certes, je vis une situation absolument inhumaine, je vis quelque chose de très dur, de très dangereux, mais je lui donne du sens, signification et direction, et je le vis avec les autres. Et ces éléments-là permettaient de non pas de se prémunir, mais en tout cas de mieux s'armer contre les risques psychosociaux. C'était un autre sociologue qui s'appelait George Friedman qui montrait qu'une des grandes souffrances de ceux qui travaillaient à la chaîne, c'était justement de voir le travail atomisé, c'est-à-dire qu'ils faisaient une toute petite partie du travail, et puis ce qui se faisait avant et ce qui se faisait après leur échappait totalement, ils en savaient rien, ils savaient pas du tout. Le fruit de leur travail leur échappait, c'était plus à eux. Et là, cet aspect-là, ils en souffraient beaucoup. Donc ils mettaient de la passion aussi, y compris dans leur travail. Donc ouais, je pense que dans toutes les activités professionnelles, on peut mettre de la raison et de la passion.